y a de cela plus de 24 mois que le secrétaire général du MDVC, Augustin Bissimois, avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de la cohésion nationale comme facteur endogène très important pour faire face à l'ennemi. Alors, nous recevons pour vous, nous l'avons reçu et aujourd'hui, il est là. Monsieur Augustin Bissimois, bienvenue. Merci beaucoup, cher. Ça fait pratiquement une année que vous parliez. Vous étiez en train de lancer, vous étiez en train de dire qu'il y ait cette cohésion nationale. Est-ce que pour vous, c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir vous faire entendre? Bon, moi je pense qu'au niveau du MDVC, nous avons réfléchi sur ce qui guette la République si nous ne faisons pas attention. Et donc, il était question de pouvoir alerter le gouvernement sur ce que les élections de 2023 devraient apporter comme fissures. Et ces fissures étaient dangereuses alors que le pays était déjà agressé. Et donc, c'est à ce niveau-là, je crois que c'était vers le 6 janvier 2023, que le docteur Justin, qui est le président du MDVC et ancien candidat président aux élections passées, lui a estimé qu'on ne pouvait pas brûler la République parce que les élections étaient très mal tenues. Mais cependant, il a recommandé que le président de la République travaille efficacement sur la cohésion nationale. Parce que tenez, dès lors déjà que la République est agressée par le Rwanda, et donc il était important de renforcer les mécanismes internes, de renforcer la cohésion en tant que facteur, un des facteurs évidemment endogènes, pour renforcer, n'est-ce pas, le mécanisme de résistance face à cette agression. Qu'est-ce qui avait motivé cet appel? Parce que pour le MDVC et son président national, le docteur Justin, on a estimé que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, un problème à l'interne, eh bien, au niveau extérieur, on va récupérer cette fissure de la cohésion nationale pour faire mal. C'est en ces termes que le docteur Justin a dit qu'un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Et tout ça, ce sont les revendications après les élections ou c'est venu comme ça? Aujourd'hui, il faut négocier avec l'M23 par exemple. Pourquoi l'M23 n'a pas participé aux élections? Peut-être Katumbi lui seul peut se prévaloir. Étant deuxième, il dit que non, je veux qu'on puisse négocier, qu'on puisse entendre. Mais avec l'M23, les groupes rebelles, sur qui pèsent beaucoup de morts là, ils vont négocier. Vous savez, David, pour résoudre la question à laquelle la RDC fait face aujourd'hui, celle d'agression, il faut trois mécanismes importants. C'est-à-dire, il importe d'abord de développer une intelligence, n'est-ce pas, assez anticipative. Il faut la sagesse. Il faut également un minimum, en tout cas, de mécanismes pouvant renforcer cette cohésion à l'interne. Qu'est-ce que nous avons proposé à l'époque? Les pays étaient déjà agressés. Bunagana a été pris, je crois, depuis 2021-2022. Et nous allons aux élections en 2023. Pendant qu'on renforçait les mécanismes pour faire face à cette agression, malheureusement pour notre pays, il y a eu tenu de très mauvaises élections du siècle. Alors, à son temps, les docteurs Justin et les MDVC avons alerté qu'il était important de commencer par anticiper, veiller à ce que d'autres Congolais frustrés de la tenue de ces élections chaotiques ne puissent être tentés, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, affiliés à ces mouvements terroristes qui inquiètent notre pays. Malheureusement, depuis ce temps-là, on n'a pas été écouté. Et un mémorandum avait même été adressé au président public pour lui donner les contenus nécessaires de ses propositions. Et dans ce mémorandum, je vous ai partagé la copie, il est dit exactement, non seulement qu'il faut rencontrer, n'est-ce pas, les acteurs clés de notre pays, parce que, vous savez, on ne peut pas se voiler des faces, David. Nous n'avons pas encore une armée républicaine. Nous avons une armée qui, jusque-là... Mais le président a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Je suis d'accord avec lui et je lui concède. Mais nous, on ne peut pas nous interdire, nous, de réfléchir. Nous sommes de ceux qui croient que l'armée de notre pays, jusque-là, n'est pas encore républicaine et qu'il faut une dose de travail important pour qu'elle soit réellement républicaine. Et donc, elle est encore assise, n'est-ce pas, sur une dose régionale ou basée sur des espaces linguistiques. Et donc, ce qui fait qu'il y a des acteurs clés, des acteurs politiques,
qu'il est important d'avoir dans une cohésion nationale de façon à les rassurer. Est-ce que les gens savent pourquoi en Tanzanie, à tout moment qu'il y a prestation de serment du président, n'est-ce pas, entrant de la République, vous les voyez toujours aux côtés des anciens chefs de l'État. Et donc c'est un signal fort que nous avons évidemment connu aussi en 2018, malheureusement, que nous n'avons pas pu capitaliser, que nous n'avons pas pu exactement réussir à pouvoir pérenniser. Et donc, en Tanzanie, on se rend compte que ce soit les gens qui pensaient ou qui croyaient à X président, parce qu'il est déjà fait mandat, ils se disent, dès lors qu'ils ont cette communion, cette cohésion, eh bien, ils se disent, nous sommes tous ensemble et nous devons nous battre pour la République. Et donc, on a proposé cela. Une autre proposition compte tenu de ce mémorandum, en 2023, le docteur Justin lui a dit de réduire sensiblement les trains de vie des institutions. Il lui a demandé également de pouvoir rompre, n'est-ce pas, les relations diplomatiques. Là, nous sommes en janvier 2023. Et c'est seulement une année et quelques mois qu'on sent qu'on est en train de pouvoir, n'est-ce pas, répondre à certaines des revendications. Et donc, c'est pour dire que nous avons intérêt en réalité à ce que cette cohésion interne soit, n'est-ce pas, une réalité. Pourquoi? Lorsque nous rentrons, par exemple, en Tanzanie, les assises se sont tenues là-bas, entre l'EAC et SADC, on se rend compte en réalité que les résolutions, nous ne pouvons pas célébrer aujourd'hui, dire que ce qu'on attendait est venu. Parce qu'il y a beaucoup de pièges qu'on nous a attendus. Lorsqu'on nous demande encore une fois de cesser les feux, or, le MDVC avait alerté depuis très longtemps que c'est pendant ce cessez-le-feu-là que l'ennemi profitait à s'organiser jusqu'à quitter Bunagana et arriver à prendre, n'est-ce pas, la ville de Goma et attaquer le Sud Kivu, comme c'est le cas aujourd'hui dans le territoire de Kalehe. Et donc, si on serait vigilant, je crois que nous n'en serions pas là. Parce qu'à l'époque, le M23, en fait, la guerre se faisait sous les caprices du M23. Et nous, on a dit, mais on a posé des questions, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Comment expliquer qu'il y a combat, que lorsque le M23 attaque? Nous, on est dans la contre-offensive. C'est ce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'en réalité, on voulait se comporter comme des enfants disciplinés vis-à-vis de la communauté internationale, comme s'il y a un prix qu'on donnerait à celui qui était discipliné. Et donc, la discipline qu'on avait observée au pays, c'était de respecter les cessez-le-feu. Mais quand l'ennemi, lui, ne l'a pas respecté, nous, on s'attendait à quoi? On s'attendait à ce que, au niveau de la Tanzanie, ces assises condamnent fermement le Rwanda, qu'on condamne le M23 d'avoir violé ces cessez-le-feu pendant qu'on l'avait décrété de manière, n'est-ce pas, unanime, et nous, RDC, nous l'avons respecté naïvement, et nous en sommes victimes aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on regrette? Le regret, c'est que l'on n'a pas condamné ce qu'il avait violé de manière ostentatoire. Et donc, nous regrettons également ces sommets de la Tanzanie pour un autre effet, parce qu'en réalité, tous les États qui ont pris part, n'est-ce pas, à ces sommets, c'est en réalité, en grande majorité, les États qui ont signé également l'accord cadre d'Addis Abeba. Or, l'accord cadre d'Addis Abeba interdit formellement aux États de soutenir des rébellions. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet accord cadre qui a été signé le 24 février 2013? Et 11 États avaient participé, n'est-ce pas, avaient signé cet accord-là. Mais maintenant qu'on n'a pas même fait allusion à ce que l'on puisse condamner ou sanctionner le Rwanda pour avoir violenté cet accord cadre, eh bien nous nous disons, est-ce qu'on n'est pas en train de nous duper? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous prendre comme des petits-enfants? Parce que la question de savoir, mais qu'est-ce que devient cet accord cadre? Que l'ONU lui-même aussi avait chapeauté, parce que le secrétaire général à l'époque, Ban Ki-moon, avait été présent les jours de la signature. Mais comment expliquer que ni l'ONU, ni l'Union africaine, ni la SADC, ni l'EAC, personne ne fait allusion à cet accord cadre d'Addis Abeba? Parce que le M23 défait en 2013. Une partie se retrouve en Ouganda, l'autre fuit au Rwanda. Mais comment il se retrouve à Bunagana?
avec armes et munitions. Ça signifie qu'ils ont eu un couloir. Mais qui a donné le couloir? Et pourquoi l'on ne comprend pas que ceux qui ont quitté l'Ouganda pour venir attaquer ne se sont pas organisés en RDC? Ils s'étaient organisés soit en Ouganda ou soit au Rwanda. Or, ces deux pays-là sont signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba et qui se sont engagés à ne jamais soutenir un quelconque mouvement armé ou une quelconque rébellion. Mais c'est le cas aujourd'hui. Quelles sont les sanctions à ceux qui ont violenté cet accord? C'est ça le débat. Et donc, on est sidéré de constater qu'on est en train de nous diper du jour au lendemain. À quel niveau il y a un autre piège? On nous renvoie encore une fois, n'est-ce pas, au niveau de Luanda. Entre-temps, nous connaissons que depuis que nous y sommes, c'est là qu'on nous distrayait jusqu'à permettre à l'ennemi de s'organiser et avoir une force beaucoup plus avantageuse sur nous dans ce qu'on appelle le rapport de force. Et pire encore, on nous renvoie aussi au niveau de la, comment dirais-je, Nairobi. Non seulement qu'on ira à Luanda, mais aussi on va à Nairobi. Qu'est-ce qu'on y fait? À Nairobi, ça c'est avec les chefs d'État. Au niveau de Luanda, en fait Nairobi, c'est avec les groupes armés. Voilà. Luanda, c'est avec les chefs d'État. Voilà. Et maintenant, à Nairobi, avec quels groupes armés? Parce que nous, là, aujourd'hui, la force supplémentaire que la RDC a eue, ce sont ses fils qu'on appelle les Wazalendo. Nombreux de groupes armés congolais, ce sont ceux-là qui se sont ligués contre l'agression. Mais on veut les démobiliser pour les renvoyer, n'est-ce pas, à Nairobi. Non, mais il y a Codeco qui est là. Il y a Codeco aussi. Bon, fait qu'on nous dise si ça va seulement... Il y a Codeco, il y a aussi l'M23. Si ça va seulement abriter les Codeco et les M23, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on veut faire pour que les Wazalendo, qui font partie des groupes armés, puissent aussi participer? Parce que si non, mais on les ce démobilise... sont des réservistes. Hein. C'est une très bonne chose, mais je sais que c'est là qu'on cherche à nous amener. C'est comme ça que j'ai dit que si nous ne réfléchissons pas, on va nous amener dans des pièges. Alors maintenant, il faut quoi? Parce que vous parlez de la cohésion nationale. Ce qu'il faut, dans un premier temps, c'est qu'il faut réfléchir de manière profonde sur la crise que nous avons dans notre pays. Et cette réflexion suppose, nous avons présenté un plan, on a dit qu'il y a deux voies pour mettre fin à la guerre. On ne peut pas inventer la troisième. Lesquelles? Il y a la voie de la guerre, la force. Il y a la voie des négociations. Et donc, si on ne peut pas se battre, il faut alors négocier. Mais si on ne veut pas négocier, il faut se battre. Mais pour se battre, il y a des facteurs endogènes et exogènes qu'il faut analyser. C'est-à-dire, on doit s'asseoir, réfléchir sur les forces internes, les faiblesses internes, les opportunités et les menaces. C'est ce que nous appelons l'analyse SWOT. Et donc, au-delà du fait qu'il faut analyser les forces internes, il faut aussi identifier l'ennemi. Nous faisons la guerre contre qui? Nous avons toujours conseillé qu'on ne puisse pas se limiter à voir le Rwanda. Qu'on puisse aller au-delà de chercher également celui qui est derrière le Rwanda. Parce que lorsqu'on analyse tout ça, c'est là qu'on va se dire, est-ce que nous sommes dans une position qui nous permet d'envisager la guerre, de la maintenir et de la gagner? Tout ça, c'est très important si on veut en réalité mettre fin à la guerre. Et si on se rend compte que, à l'issue de ces analyses, que les forces en place sont en réalité avantageuses, pourquoi dialoguer, pourquoi négocier? En ce moment-là, il faut la guerre. Mais ce que l'on déplore, c'est quoi? Mais n'oubliez pas que dans toutes les guerres, il y a toujours des négociations. Tout à fait. Tout à fait. Ce que nous déplorons, c'est que depuis Bunagana jusqu'à la prise de la ville de Goma, c'est comme si nous n'avions jamais développé les mécanismes de guerre. Ni le dialogue, ni la guerre. Et ça ne nous avantage pas. Il est maintenant question d'élever une option courageuse. Et que cette option soit très bien nourrie, qu'elle soit très bien réfléchie. Et pour y arriver, il faut que les experts qui sont proches du chef de l'État arrivent à mener, en tout cas, cette réflexion sur l'analyse des facteurs endogènes et exogènes. Tenez, qui comprendra que certains États, quand vous analysez même au niveau du Parlement, n'est-ce pas, français, on a pointé l'Ouganda comme étant un des agresseurs.
Notre Parlement ici, par la bouche du président de l'Assemblée nationale, on a toujours pointé l'Ouganda. Les sociétés civiles locales ont toujours pointé l'Ouganda comme étant aussi un des agresseurs. Mais ce n'est pas le cas pour le gouvernement. Parce que le gouvernement est en mutualisation des forces avec l'Ouganda. Maintenant, comment on sait l'Ouganda en appui à la RDC et l'Ouganda en appui au M23? Comment les FARDC vont identifier ces militaires ougandais qui appuient les FARDC contre les ADF et les militaires ougandais qui appuient le M23? Et voilà, tout ce que nous demandons, c'est de lever des options courageuses et des options qui n'ont pas d'obscurité. Des options, au fait, qui ne sont pas du tout alambiquées, de manière à ce que nous nous rassurions que nous partons. Il faut aussi une équipe, n'est-ce pas, de stratèges qui doivent être aux côtés du chef. Pas seulement des gens là qui doivent aller, lorsque le chef se penche à gauche, tout le monde y va. Lorsque le chef de l'État se penche à droite, tout le monde y va. Il faut aussi que le chef ait des gens qui peuvent lui dire... Est-ce que vous acceptez aujourd'hui la démarche menée par la CENCO? Ben, nous disons qu'elle est la bienvenue. Pourquoi? Parce que nous avons jusque-là, vous n'avez pas encore été consulté. Enfin, d'abord, je vais dire que nous avons été les premiers à proposer cette voie et nous nous félicitons d'avoir été écoutés, quoique tard. Et donc, nous, on n'a pas été jusque-là consultés. Nous avons eu une information que nous sommes en train de vérifier, ce qui est déplorable. Il se dégage que les services de ces deux églises religieuses ont assimilé le MDVC à l'Union sacrée. Ils disent que le MDVC a toujours des positions proches de l'Union sacrée et par conséquent, le MDVC n'est pas de l'opposition. Et donc, nous, ça nous fait très mal, mais nous disons... Vous êtes de quelle opposition? Nous sommes de l'opposition et personne ne peut nous nier cette qualité. MDVC. Depuis très longtemps, tout à fait. Tout à fait. Et le président Justin Moudekerez a été candidat président. Aujourd'hui, l'Église est en train de suivre les deux églises, celles qui mènent certainement ces concertations. Aujourd'hui, MDVC dit qu'elle est de l'opposition. Nous sommes et de mérite l'opposition. aussi d'être consulté. Tout à fait. Parce que non seulement qu'on veut être consulté, mais aussi nous avons un apport. Nous avons ce qu'il faut apporter pour que les choses... Parce qu'il faut de l'intelligence aujourd'hui. Et donc, nous sommes désolés de constater que si cette information est vérifiée, en tout cas, nous allons regretter le père spirituel pour avoir soutenu les changements de la Constitution. On nous qualifie, nous, proches de l'Union sacrée, pour avoir, n'est-ce pas, attaqué l'agression, parce qu'on a écrit une lettre ouverte, n'est-ce pas, aux Nations Unies, pour lui demander de sanctionner le Rwanda. Pour ça, on pense que le MDVC est proche de l'Union sacrée. Mais non, lorsqu'on prend des positions pour la République, on ne peut pas nous qualifier de l'Union sacrée et dire qu'on ne va pas nous consulter. Donc nous sommes désolés et ce sont des mécanismes au fait qui ne renforcent pas la cohésion et nous pensons que si les chefs de l'État estiment que des gens comme ça peuvent l'aider, en tout cas nous sommes sidérés. Mais nous allons vérifier cette information. Si elle est vraie, en tout cas, on va regretter de l'Église, de la CENCO et de l'ECC. On sait bien quand il y a des consultations, des dialogues, ça finit toujours par les partages de pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes de cette approche-là? Bon, moi j'ai toujours dit à ceux qui pensent de cette manière-là, de réaliser ce qu'on appelle la res publica. La res publica, c'est-à-dire la chose de tous. L'État a été créé parce qu'on a estimé qu'il était important qu'on mette en place des gens qui vont, n'est-ce pas, aider l'État à gérer la chose de tous. Parce que la chose de tous ne peuvent pas la gérer. Mais maintenant, il est important que dans cette organisation étatique, qu'on puisse chercher ceux qui peuvent gérer la chose de tous. Alors, lorsqu'on parle du gâteau, il s'agit là du gâteau de qui? Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui peut dire c'est son gâteau propre à lui et qu'il doit seul, n'est-ce pas, s'en accaparer et s'enfermer sur ces gâteaux, prétendus gâteaux, pour que ça puisse être, n'est-ce pas, une voie de blocage à la cohésion nationale? Nous pensons que non. Et donc, il faut que les gens arrêtent de voir ça comme ça. Vous savez, le président Kabila, quelque part, à un moment, lui, il comprenait. Parce que c'est comme ça que nous conseillons au niveau du MDVC. Il faut qu'au côté du chef de l'État, il y ait beaucoup d'hommes d'État que des hommes politiques. Parce que les hommes politiques ne voient que les intérêts, n'est-ce pas, politiques, et les intérêts, n'est-ce pas, lucratifs en termes de gains financiers. Mais les hommes d'État
ils réfléchissent dans les principes qui les régissent. Et ce principe, c'est quoi? Au niveau du MDVC, nous disons qu'un homme d'État n'a pas d'état d'âme. Il a plutôt l'âme de l'État. Et donc, c'est comme ça que Joseph Kabila avait accepté, même partager son pouvoir, seulement au nom de la paix, au nom des intérêts de l'État. C'est comme ça que Joseph Kabila avait toujours appelé au gouvernement de large union nationale, parce qu'il avait compris que c'est la chose de tous. Pour autant que ça peut créer des frustrations, il est important d'y recourir à partir du moment où ça constitue un remède et un médicament important pour soigner les plaies. Alors, c'est vous, pour terminer, c'est quoi votre souhait pour les formants? Vous voulez que ça soit organisé ici, en République démocratique du Congo ou en dehors du pays? Et vous voulez que CM23 soit aussi associé? Ou c'est quoi votre réflexion par rapport à ça? Non, nous d'abord, nous pensons qu'il faut voir les choses de manière séparée. On considère aujourd'hui les M23 comme, n'est-ce pas, un mouvement terroriste. Jusque-là. De deux, nous considérons que la RDC est menacée et agressée par un pays étranger et pour y faire face, il faut renforcer la cohésion interne. C'est ça la démarche du MDVC jusque-là. Nous n'avons pas encore levé les options. Si oui ou non, il faut dialoguer avec l'M23. Nous n'avons pas levé ces options. Nous sommes encore au niveau de proposer, n'est-ce pas, une table importante de stratèges pour analyser les facteurs endogènes et exogènes. Parce qu'à l'issue de ces analyses-là, et nous ne pouvons pas analyser comme ça parce que nous n'avons pas accès aux données fiables. Et les données fiables, n'est-ce pas, viennent de qui? Des services de renseignement, des services, n'est-ce pas, de sécurité et de ceux qui dirigent l'État. C'est eux qui ont les données fiables pour savoir si l'armée, s'il y a une certaine cohésion au sein de l'armée, s'il y a une motivation au sein de l'armée, s'il y a, n'est-ce pas, une cohésion au sein de la population. Si au niveau extérieur, on nous écoute, est-ce que la communauté internationale nous écoute ou elle est derrière l'ennemi? Si elle est derrière l'ennemi, nous devons réfléchir et nous dire c'est que l'ennemi est très fort. Et si elle est très forte, nous devons avoir une dose, n'est-ce pas, adaptée à cette réalité-là. Et donc, nous n'avons pas encore levé les options, parce que pour lever cette option, nous devons nous rassurer que nous avons accès aux données. Beaucoup. Et c'est le pouvoir qui doit nous aider à réfléchir profondément. On prend notre deuxième invité, Faustin Simanga, et puis on va terminer notre matinale.